Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'accueille un artiste éclectique et atypique. Il est à la fois chanteur, acteur, ancien publicitaire, conteur, on pourrait dire. Il a une façon toute à lui de manier, de jouer avec les mots et leur sonorité. Des lunettes rondes, une voix inimitable, une gouaille. Vous l'avez reconnu, j'en suis sûre. Il s'agit de Richard Gottener, qui est notre invité. Bonjour Richard Gottener. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Lumière intérieure. Je vois que vous êtes déjà à l'aise. Je me suis installé, il y avait un pouf qui me tendait les bras. Les bras pour vos pieds. Ravi de vous accueillir à l'occasion de votre nouveau spectacle. Enfin, ça fait 2 ans qu'il est en tournée. Là, il est parti en tournée. Gottener ramène sa phrase. On reconnaît les jeux de mots. Où vous revisitez, alors on ne vous entend pas chanter, mais vous parlez et vous revisitez tous vos anciens titres, le Yuki, Mambo, etc. D'ailleurs, avant d'en parler, je vous propose un petit extrait, la bande-annonce de ce spectacle, et on en reparle tout de suite. Alors, si d'aventure, il y en avait parmi vous qui s'étaient fourvoyés, pensant venir assister à un concert, il leur reste très peu de temps pour se faire à l'idée que ce soir, je ne chante pas. Je raconte. Il va de secousse en culbute, battu par ses sacoches. C'est le bancal, à l'état brut, sa démarche est bancroche. Il est l'animal à 3 pattes, le béguillard des bois, celui qui claudique et qui boite par amour du guingois. Un genre de moustique, un ouistiti de cet acabit, un genre de bête folle dans la nuit. Si j'ai bien compris, si j'ai bien saisi la tactique, ou bien je l'oxy, ou c'est lui qui pique. Je sonne la lali, j'ouvre la lumière électrique, j'en ai ma claque de tourner en bourrique. Où c'est qu'il était son papy ? Donc voilà, on voit cette énergie sur scène, vous revisitez totalement vos chansons cultes, avec les textes cultes qu'on entend, encore mieux qu'avant, forcément, puisqu'il n'y a pas la musique. Cette idée, elle est venue du confinement ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Tout a commencé sur les réseaux sociaux ? Ça a été, oui, première phase, ça a commencé lors d'une remise d'un prix à la SACEM par comment ça s'appelle, c'est le... Oui, en plus c'est le premier prix que... Ouais. Je sais Bon, pas non plus. alors, c'est un prix à la SACEM pour l'ensemble de ma carrière. De votre carrière, absolument. Tous les lauréats qui étaient là avaient préparé un truc, et moi, je n'avais rien préparé. Et donc, j'ai fait, à l'arrache, j'ai dit un texte de l'album qui allait sortir 15 jours plus tard. Et ça a bien plu. Tout le monde est venu me dire, mais c'est une super idée, tout ça, machin. Donc, la graine était plantée. Et puis, pendant le confinement, je me suis dit, tiens, je vais refaire ce truc-là. Et puis, c'était pas mal. Il y a eu des réactions, pas mal de réactions sympas et tout ça. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on s'est fait des millions de vues. Ouais. Et là, je me suis dit, il y a un truc à creuser. Donc, j'ai commencé à bosser les textes et tout ça. J'avais pas du tout envie de faire un truc de récitation. C'était pas mon genre. Je voulais qu'il y ait de la musique. Donc, j'ai cherché un musicien. Je suis tombé... toujours un peu, c'est des rencontres de la vie, c'est un peu comme ça, sur un guitariste, Brice Delage. Brice Delage, qui non seulement est un guitariste émérite, genre guitar héros, c'est un virtuose, quoi. Mais en plus, oui, il a une marotte, il fait des sons, il adore faire du bruitage avec sa guitare. Donc c'était l'idéal pour un raconteur d'histoire d'avoir un complice qui non seulement joue la comédie, mais en plus fait des bruitages adaptés à l'histoire. Donc très vite, enfin ça n'a pas été très vite d'ailleurs, on a mis un moment à vraiment trouver le format de ce spectacle, mais ça fait du ping-pong, enfin bon, c'est une espèce de mécanique très bien huilée maintenant, et qui fait qu'on passe de l'un à l'autre du compteur, voilà, et en fait on ne fait qu'un, et c'est plutôt
un spectacle à deux, quoi. Voilà. À deux, qui a un énorme succès, puisque les gens en ressortent complètement subjugués. Là, récemment, vous étiez en Suisse. Ouais. Prochaine grosse étape, c'est le Festival d'Avignon. Ouais. Vous préparez ça va être une comment? expérience Ouais. sympa aussi. Oui, c'est-à-dire que les gens... il y a quelques personnes qui viennent un peu en se demandant ce qu'ils vont voir. Un chanteur qui chante pas, a priori, c'est pas forcément une bonne idée. Et en fait, les gens en sortant disent, finalement, c'est vachement bien parce qu'on redécouvre les textes. Enfin, on les découvre pour certains d'ailleurs. Et en fait, c'est un autre exercice. Ça n'a rien à voir. Moi, j'adorais faire des spectacles, enfin des concerts, mais ce spectacle-là, je prends un plaisir de clown déjà, pas que, parce qu'il y a des choses, on passe du rire, je ne vais pas dire aux larmes, mais enfin il y a des trucs qui pincent un peu l'âme et le cœur. Il y a 2-3 moments un peu tendres, un peu tragiques, et puis on rebondit, on repart vers la rigolade. C'est assez sympa comme... voilà. C'est même plus que sympa. Vous qui êtes un architecte des phrases, des mots, qui jouez avec, vous préférez le son ou le sens? Les deux, vous allez sans doute dire en général, mais comment vous maniez cette matière? J'aimerais bien le savoir, figurez-vous. C'est un don. Non, mais c'est ça qui est formidable dans l'écriture. Alors, pour répondre directement à votre question, c'est le son et le sens. Il faut que le son, on va dire que c'est des 2 dimensions, c'est en 2D. Et le sens donne la 3e dimension. Mais il peut y avoir aussi des jeux de mots, évidemment, mais des jeux de sens. C'est ça qui fait aussi l'intérêt. Voilà. Et moi, j'aime bien quand un texte me dépasse. Surtout quand il ne met pas son clignotant, d'ailleurs. J'adore ça. J'adore me dire, mais waouh, c'est moi qui ai fait ça? Non. Et j'aime bien m'étonner, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est que l'écriture vous amène... D'abord, l'écriture, c'est avant tout de la réécriture. Hein. Je mets 24 heures pour écrire un texte, je mets 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour le réécrire. C'est ça l'histoire. En fait, c'est beaucoup de réécriture. Ah oui, c'est du peaufinage. Si vous voulez, c'est un peu comme un joaillier, comme un orfèvre, si vous voulez, qui d'abord va choisir ses pièces. Alors bon, on choisit des mots. D'abord, il faut choisir un thème, une forme générale. Comme polir un diamant. Voilà. Et puis après, il faut choisir ses diamants. Alors, c'est des mots et tout ça. Et puis après, il faut les assembler. Et puis, il faut trouver les mots justes. Et il ne peut pas y avoir un mot qui soit un peu moyen ou qui ne serve à rien. On est dans de la versification. On est un peu dans ce qu'on pourrait schématiser comme étant de la poésie. Hein. C'est de la poésie. Donc, il n'y a pas la place pour un mot qui ne sert à rien. Il faut que tout soit... C'est Brassens qui m'a appris ça. Ça pourrait être votre père spirituel? Ah, c'est en tous les cas un phare, un modèle, une étoile, je dirais même, qui guide l'exigence. Je crois que c'est l'exigence qui doit être... faut jamais lâcher le morceau, quoi. Jamais. Moi, je reviens toujours dessus. Et je m'aperçois, j'écris un truc, le lendemain, je me dis, mais pourquoi cette nullité? Ça, c'est pas bien. Vous êtes dur avec vous-même. Très exigeant. Ouais, mais c'est pas... Il y a une espèce quand même de schizophrénie. Hein. Il y a moi, puis il y a celui qui écrit. Et puis, c'est un peu bizarre, quand même. Être artiste, c'est comme monter sur scène. C'est jamais moi. Regardez. C'est évidemment un peu moi, puis c'est pas moi, quand même. Enfin bon, on est un autre sur scène. À propos d'autres, ce qui est compliqué, c'est que votre public ne peut qu'être français, francophone. Ouais.
Votre œuvre reste hermétique à l'international, malheureusement. Ouais. Ça vous dérange pas, finalement, de pas... Non, non, C'est vrai non. qu'un public anglophone ne peut saisir Ah non, la ça, c'est subtilité de même, je veux de dire, vos même au textes et Québec, c'est déjà... Oui, voilà. Ils ne comprennent vrai. pas bien ce que je fais, quoi. Jusqu'à l'âge je sais pas, de 35 ans, j'ai cru que j'avais fait une erreur dans la vie, c'est de ne pas être né aux États-Unis. Oui, J'avais vous qui une enfance, adoriez, ouais. si vous voulez, je voyais des films de cow-boys, d'Indiens, il y avait des belles voitures, il y avait du beau cinéma en Technicolor et tout ça. Donc j'avais l'impression que c'est là que j'aurais dû être né. Et puis j'étais aux États-Unis. Et je me suis dit, putain, je suis français quand même. Et je veux être français. Et s'il y a un pays, l'autre jour on m'a demandé, t'irais où, dans quel pays t'irais si tu devais changer de pays? Ben, j'ai beau réfléchir, faudrait vraiment qu'on m'oblige, quoi. Moi, je suis français, j'aime la France, j'aime vivre en France. Et alors, pour revenir à votre question, ben, le français, c'est mon expression, c'est là où je m'exprime, où j'ai envie de m'exprimer, quoi. Et je trouve en plus qu'elle a besoin de soutien, cette langue française. Elle a besoin de gens qui la pratiquent. Voilà. Vous qui êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, vous êtes parfois un peu Je ne suis pas affligé beaucoup sur par les réseaux sociaux, non. ce que vous lisez en termes d'écriture, d'orthographe. Vous n'êtes pas beaucoup, mais enfin les réseaux sociaux vous ont pas mal porté ces dernières années. Je pense notamment, comme on en parlait tout à l'heure, les moutons. Ouais. Ça, c'est quand même aussi énorme. Oui, Millions de vues. je mets sur les réseaux sociaux, je mets, on va dire, une œuvre, un travail d'artiste. Mais vous ne me verrez pas échanger des propos sur le net. Hein. Non, mais... Voilà, je ne vais pas rentrer dans une polémique, je ne vais pas rentrer dans un... Non, ça pour moi, c'est... Non, mais c'est un vecteur pour toucher votre public aussi, oui, et voilà. ça, Oui. En ce sens, oui, bien sûr. Et les moutons, on parle de la France, les moutons. Oui. Cet esprit grégaire, vous le combattez comme vous pouvez. C'est un vieux mythe, hein, quand même. Hein. Les moutons de Panurge, c'est pas moi qui l'ai inventé, le mythe. Et je trouve qu'il colle beaucoup, et encore, à beaucoup de situations, que ce soit tous les mouvements de foule, les réseaux sociaux notamment. S'il n'y a pas une moutonnerie là-dedans, si, ouais, j'aime bien, moi, ces thèmes un peu hyperboliques. J'aime bien ces trucs qui expriment des idées sur le comportement de nos contemporains et de l'humanité en général. Vous préférez être un mouton noir qu'un mouton de Panurge? Un mouton à 5 pattes plutôt, non? Un mouton à 5 pattes. Ah ouais. Joliment dit, et c'est plus juste, absolument. À propos de ces moutons, c'est vrai que ça fait référence à beaucoup de choses. On en parlera aussi peut-être ultérieurement. Sur un autre plan, ça peut faire penser à Hannah Arendt, la banalité du mal, le nazisme. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est du... Les moutons. Tout ça, c'est du... Quand vous voyez les films d'actualité ou ça, des nazis rassemblés avec des torches, des machins, des trucs, c'est quoi? C'est des moutons. On prendrait chaque individu dans un coin, bon, peut-être on peut... Quoique, c'est pas sûr. Mais, ouais, moi, j'aime pas beaucoup la foule. Je me méfie de la foule. J'adore le public, ça c'est autre chose, mais la foule, c'est un truc qui réfléchit mal. Ça réfléchit pas bien, une foule. Il suffit qu'il y en ait un qui braille plus fort que les autres et qui dise en plus une bêtise, on peut vite tourner à la catastrophe, quoi. Ça crée une égrégore. On l'a vu dans l'Allemagne nazie. Vous avez une sensibilité particulière, on y reviendra sans doute, puisque votre père était juif, Ouais. polonais. Ouais. Sont vos origines. Absolument. Pas votre mère. Non. Quel est votre... Alors là, énorme actu avec
Gottener, qui ramène sa phrase et non pas sa fraise à voir donc, au Festival d'Avignon. Est-ce qu'il y a une autre actu dont on peut parler avant de passer à la suite? J'ai été au marché hier. D'accord. Non, c'est l'essentiel de mon actualité. L'actualité, j'aimerais écrire. J'adore ça, je vous l'ai dit. Et je trouve que c'est une période très difficile pour un mec comme moi d'écrire en ce moment. Parce que c'est difficile d'éviter de pas penser à ce qui se passe autour de nous. C'est pas vraiment ma matière. J'ai du mal à trouver de la dérision dans les sujets qui m'entourent. J'ai du mal. Donc je suis un peu en panne. C'est comme le bateau qui est en panne de vent au milieu de l'océan. J'attends un vent rieur. À mon avis, je vais attendre un petit moment, mais bon. Oui, vous pensez qu'il va arriver? Ou le vent va arriver, ou c'est moi qui vais trouver une façon de naviguer dans de ce souffler truc-là. dans la voile. Ben oui, mais alors pour l'instant, bon, moi ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les lieux communs, comme les moutons de Panurge. C'est tout ce qui fait les petites choses de la vie qui font que l'humanité est rigolote, que c'est des petits trucs qu'on monte en épingle. Parler de choses dérisoires avec ce qui nous entoure, ça me paraît un peu... j'ai pas envie surtout, voilà. Donc ça va venir, sûrement. Ça va venir, on l'espère en tout cas. Je vous propose de passer à notre deuxième partie d'émission. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse et je vous laisse face à un écran sur lequel vont s'inscrire 4 mots les uns après les autres. Et à vous de nous les éclairer, de nous les commenter, Richard Gottener, d'accord? Ça fout un peu les jetons, votre truc, là. Non, vous inquiétez pas, vous allez m'entendre. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Richard Gottener. Ça va bien depuis tout à l'heure? Ça va bien, oui, je vous entends. Vous êtes quelque part, par là. Exactement, je ne suis pas loin. Alors, comme je vous le proposais, voici le premier mot que je vous soumets. Nous en avons déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais. C'est le mot langue. Langue. Bon, alors on va partir sur une exception qui concerne le langage. Ben voilà. On va laisser la langue sauce grébiche et tout ça, on va laisser de côté. Quoique ça commence, hein. Déjà avec le grébiche et tout ça, on est déjà dans les mots. Mais la langue, pour moi, c'est le français. Je suis amoureux de la langue française. Et je trouve que c'est un jouet magnifique pour quelqu'un qui a une plume. Cet amour de la langue française vient d'où? Des livres? Alors ça, c'est une bonne question, parce que j'ai été quand même... j'ai été nul très longtemps à l'école en ce qui concerne, par exemple, la grammaire. Quand on m'a parlé d'un... Je me souviens être rentré, ça devait être en CM2, ou je sais pas. Et quand on me parlait de complément d'objet direct, moi je cherchais un objet direct. Je regardais si dans la phrase, il y avait un vase, une chaise, un truc. Donc j'étais assez nul. Et puis j'ai commencé, disons, à prendre un petit peu de hauteur quand je suis arrivé en première. Donc très tardivement, hein, grâce au talent d'un professeur de français qui a su m'intéresser à la langue française.
Et puis je crois que j'y ai trouvé un jouet, une façon de... Moi j'avais envie de faire j'avais envie d'être fantaisiste, j'avais envie d'écrire des sketchs, j'avais envie de faire rire mes camarades. C'est un bel outil, la langue, pour raconter des histoires, voilà. Donc oui, je suis assez client de ça. Et est-ce que vous avez eu très vite des auteurs préférés, des livres préférés, des livres de chevet? Alors non, je pense que ça c'est venu aussi, c'est venu assez tardivement. Alors j'ai des auteurs, j'ai des livres préférés. Un Romain Gary par exemple. J'ai commencé par La vie devant soi. Là, je suis tombé amoureux de cet auteur. C'est un auteur caméléon. Il a à chaque fois qu'il aborde, qu'il nous raconte une histoire, qu'il écrit un livre, il a un style différent. C'est magnifique. Il a une richesse de langage inouïe. Et puis bon, qu'est-ce que j'aime? J'aime Stefan Zweig pour ce qu'il nous raconte, pour ses biographies. J'ai un livre que je mettrais dans mon hit parade, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, par exemple. J'adore, ah oui, si, j'allais oublier ça. Albert Simonin, par exemple. Ça, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Bon, évidemment, j'étais comme tout le monde, j'étais, passionné par la langue d'Audiard, par les dialogues et tout ça d'Audiard. Et j'ai découvert, c'est un copain qui m'a branché sur Albert Simonin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est Touchez pas au Grisby, c'est toute cette littérature de la série noire, par exemple, qui parle une langue qui est tout à fait particulière. C'est un argot, c'est l'argot traditionnel français, mais qui est magnifiquement écrit. Il y a une syntaxe magnifique qui fait que Audiard a récupéré cette syntaxe. Il est à l'école de ça. Frédéric Dard aussi. San Antonio, oui. Comme on parle des mots rapidement, c'est vrai que ça a été vous parliez d'un outil, ça a été votre gagne-pain d'emblée avec des pubs sur les mots. On se souvient de vos pubs sur Vitel, Banga, Sopiquet, Belle des Champs. C'est pas, je fais pas une différence entre les chansons et les pubs. Hein. Pour moi, c'est pas diamétralement opposé. J'ai pas une attitude spéciale. La seule chose qui diffère vraiment, c'est que le sujet est imposé. Alors que dans une chanson, c'est vous qui choisissez le sujet. Dans une pub, en principe, il est plutôt imposé au départ. Moi, ça m'a appris la rigueur, la pub. Ça m'a rappelé une règle qu'on n'arrête pas, qu'on répète beaucoup à l'école, c'est qu'il ne faut pas faire hors sujet. Il ne faut pas sortir d'un sujet. Il faut faire court. Voilà. J'adore cette phrase, je me souviens plus qui a dit, c'est un littérateur français qui a dit à la fin d'une lettre, et je suis désolé de ne pas avoir eu le temps de faire plus court. Mais c'est ça en fait, c'est quand je vous parlais des mots tout à l'heure, où chaque chose ne doit pas y avoir de mots inutiles, et que la réécriture et l'art de l'écriture, je pense à ça, c'est faire ramasser, faire dire en peu de mots ce qui se conçoit bien, ces noms, ce clairement, et les mots pour le dire, etc. Arrive aisément. Boileau, Frédéric Vitou, que nous avons reçu ici, membre de l'Académie française. Vous avez reçu Boileau ? Non,
Vous êtes fatigué, à mon avis. Frédéric Vitou. Ouais. Nous l'avons reçu il y a peu de temps. Je pense à lui en vous écoutant, puisque il nous parlait justement d'un cadre, des contraintes qu'il s'imposait, qui lui permettaient d'être plus créatif, justement. Et la pub, c'est aussi un peu ça, c'est un cadre rigide, des contraintes, mais ça attise aussi la créativité. Vous êtes d'accord? Absolument, oui, bien sûr. Et même, je vais vous dire, même dans un spectacle, il n'y a pas que dans la langue. Moi, bon, évidemment, on a fait des tas de clips, eh ben, les contraintes de production vous obligent à trouver des idées, d'autres idées. On est obligé, on a une obligation de trouver des solutions. On ne peut pas rester sur le bord de la route en disant oh ben ça on ne peut pas le faire. Non, c'est impossible. Donc on est obligé de trouver des solutions. Et il y a toujours des solutions. Toujours. Et impossible n'est pas français, comme vous le savez. Voilà. Allez. C'est qui est-ce qui l'a dit ce truc-là? Je ne sais pas. bien Un un mec au Français départ sans qui- doute. Un Français. Ouais, il y a bien un mec au départ qui a trouvé ce truc-là. Allez, le deuxième mot que je vous propose, Richard Gottener, éclaireur. Éclaireur. Ah. Alors là, bon, alors on va prendre la piste des Indiens là. L'éclaireur, je pense que vous devez faire allusion à mon passage chez les éclaireurs, qui est un de mes passages parmi tant d'autres dans des communautés d'enfants où j'ai souvent pris une place d'amuseur, spontanément. Aux éclaireurs, j'étais aux EIF, éclaireurs israélites de France. Moi, j'avais qu'une seule idée en tête, c'est de faire rire les autres éclaireurs. Si bien que le chef de patrouille m'avait, comment dirais-je, il m'avait nommé bout en train de la patrouille. Ça voulait dire que tant qu'il ne me donnait pas le feu vert, je ne pouvais pas dire de bêtises, je ne pouvais pas faire rigoler mes copains, mais de temps en temps, il m'autorisait, voilà. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Alors après, j'ai enchaîné avec des colonies de vacances et tout ça, où c'est toujours la même chose, quoi. Enfin, toujours, ouais. Où vous avez rencontré Jackie, Où j'ai rencontré Jackie. du Club Dorothée. Oui. Et là, d'ailleurs, c'est la première fois que je fais le rapprochement, les moniteurs ont fait exactement la même démarche. C'est-à-dire que comme on déconnait, on n'arrêtait pas de déconner, nous, ce qui nous intéressait, c'est de rigoler, de faire les cons, quoi, en gros, de déconner. On était des déconneurs. Et plutôt rigolo, d'ailleurs, plutôt sympa, toujours déconnant en mettant les moniteurs. L'idée, c'était de les faire rire aussi. C'était pas de faire on n'était pas des garnements méchants qui font des plaisanteries, des mauvaises plaisanteries. Non, on avait envie que les moniteurs rigolent aussi avec nous. Donc, ils n'avaient pas toujours envie de rigoler parce que nous, on voulait rire quoi qu'il arrive. Donc, ils ont canalisé cette belle énergie en nous donnant comment dirais-je, la tâche de faire des sketchs. Et une fois par semaine, après les avoir répétés, tout ça, on présentait nos sketchs à l'ensemble de la colonie. Et c'est comme ça, pratiquement, qu'on a commencé à faire notre métier d'artiste, quoi. Un artiste aussi déjà, après, lors de vos études, en droit. Ouais. Alors j'ai entendu que vous disiez que vous étiez plutôt glandeur. Vous avez un petit peu raté vos examens, je crois, en mai 68. Recalé. Je sais pas, il y avait... Et en revanche, après, vous avez beaucoup voyagé. Ouais. J'ai entendu ça dans une interview. Vous êtes parti en Inde et même en Afghanistan. Ouais. À une époque où c'était possible encore, hein. Ça va être dans les années 70. On a fait 2 mois en Afghanistan. Je ne vais pas vous raconter mon périple, hein, mais c'est vrai que j'ai pas mal voyagé en Inde, à Ceylan, en Inde plusieurs fois,
en Afghanistan. J'étais attiré par l'Asie et tout ça. Enfin bon, c'est vrai que Un éclaireur qui a besoin d'être éclairé. ouais, Qu'est-ce que vous cherchiez? l'aventure, le dépaysement, en plus j'aimais bien faire de la photo, donc il y avait plusieurs tiroirs dans cette quête-là. Il y avait et c'était une époque qui était vachement sympa d'ailleurs pour voyager. Il y avait peut-être pas, ou alors on s'en rendait pas compte. En Afghanistan, ça a été chaud hein, quand même. Il y a des moments, ça a été un peu chaud. Ouais, ouais. On a été en Pachtunistan. On nous avait donné 10 kilomètres sur la route. On avait loué une Jeep russe d'ailleurs. On avait demandé l'autorisation au fort de rentrer en pays pachtou. Et cette autorisation nous avait été donnée à condition qu'on n'aille pas plus loin que 10 kilomètres à partir de cette ville. On y est allé, on n'a pas dépassé les 10 kilomètres, mais on s'est dépêché de revenir quand même. Ah oui, on était en pays hostile. Hein. Les mecs, ils étaient armés comme les cartouchières de guerre, en croire, comme les Mexicains de Viva Zapata et tout ça. Ils avaient des fusils, ils avaient des couteaux, des pistolets. C'était des civils, hein. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Et ils sont en guerre permanente avec les trafiquants pakistanais qui sont pas loin. Donc voilà. Et nous, on allait faire des photos là-dedans. Donc inutile de vous dire que on est parti très vite, quoi. On sent une certaine insouciance chez vous. Est-ce qu'il y avait cette joie de vivre, cette insouciance dans votre éducation aussi? Elle vient d'où, cette insouciance? Je dirais, j'ai réfléchi à ça il n'y a pas si longtemps. Je pense que ça vient de mon père, qui m'a toujours présenté les choses graves comme pas graves. Voilà. À chaque fois que j'ai eu à affronter en tant qu'enfant un problème pas toujours facile, je ne vais pas vous raconter ma vie, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, ou alors ça prendra du temps. Mais mon père avait toujours cette je sais pas comment, attitude de me présenter les choses comme si c'était pas grave, comme si on était dans un film, un beau film où tout se passe bien. Et ça m'a poursuivi ça m'a aidé. Et cette attitude-là, je l'ai toujours. Ça me fait penser au film La vie est belle. Votre père Oui, a un peu, été ouais. interné à Drancy. C'est Mon bien père ça. a été interné à Nancy, ouais. Et il a réussi à s'échapper 2 fois. Ouais. La première fois, il s'est échappé, d'après ce que j'ai compris, il y avait un léger doute, mais il quand même, il a été arrêté chez lui, à domicile, par un inspecteur de police qui l'a emmené. Et en fait, ils ont pris le métro. Et à l'époque, il y avait des portillons automatiques qui se fermaient à l'arrivée des métros pour pas que les gens montent n'importe comment dans les wagons. Et en fait, l'inspecteur a ralenti un peu le pas pour laisser filer mon père, et qui est monté dans le métro et qui est parti sous le nez des inspecteurs, qui l'a laissé un peu partir. Et la deuxième fois, arrivé à Drancy, il s'est arrangé. Alors, c'est ça qui est assez étonnant, pour se retrouver à l'infirmerie, pour être malade. Et avec ce qu'on sait de ce Drancy, là, de ce pré-camp, c'est qu'il était encore possible d'aller à l'infirmerie. Donc et de là, il s'est sauvé. L'évocation de votre père me permet de vous amener vers mon 3e mot, qui est le mot
transmission. Transmission. Vous qui êtes père également, Oui. de 2 garçons, Oui, Léo et Tom. Bah là, j'ai été. Alors, la transmission, si vous voulez, je peux avoir un avis sur la transmission, mais sur comment dirais-je, le bien fondé de ma transmission, ça, il va falloir demander à mes enfants, et peut-être pas tout de suite. Parce que je pense que la transmission se fait. C'est un truc qui prend du temps. Déjà, ça prend du temps à la faire, et puis ça prend du temps à être digéré par ceux qui la reçoivent. Mais effectivement, j'ai été gâté en tant que père. Je pense que si j'aurais adoré avoir une fille, évidemment, mais j'ai adoré avoir des gars. Ben oui, apprendre à servir d'un canif, d'un couteau. Joliment dit, ça tombe bien, vous êtes dans lumière intérieure. On va éteindre la lumière, Richard Gottener? C'est comme vous voulez. Bientôt, je vous rejoins avant. À tout de suite. À tout de suite. Richard Gottener, je suis de nouveau en face de vous. Oui, Marie. On va éteindre la lumière. J'aime bien cette phrase que vous avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Richard Gottener. Je rappelle votre spectacle à voir. Gottener ramène sa phrase, et non pas sa fraise, mais si, quand même un petit peu. Les jeux de mots de Richard Gottener qu'on aime beaucoup. Merci infiniment. Bon Festival d'Avignon à venir dans quelques temps. Et peut-être à bientôt dans Lumière Intérieure. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci Richard Gottener, merci à vous de nous avoir suivis sur vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.